Pardon tout le monde, bienvenue à tous et toutes. On avait des petits soucis de connexion, mais ça y est, c'est réglé. Eh ben, on est ravis de vous retrouver pour cette première masterclass de la nouvelle année scolaire avec Pierre-Yves qui est avec nous aujourd'hui et qui est un super chef de cantine en Occitanie. Donc, je vais le laisser rapidement se présenter, mais avant cela, je voulais vous dire à tous et toutes que Pierre-Yves nous fait aussi la joie de participer à notre banquet caritatif qui est prévu le 4 novembre. Et dans la suite à la suite de cet échange, on vous donnera les informations plus précises sur le banquet. En attendant, bienvenue Pierre-Yves. Merci d'être avec nous ce soir, comme on dit. Ben, merci de l'invitation, c'est gentil. Alors, tu es chef de cantine ou cantinier? Comment est-ce que tu préfères qu'on te... Ouais, alors cantinier, je trouve que c'est un peu c'est spécial, donc je préfère dire cuisinier à la cantine, mais bon, je m'offusque pas du vocabulaire utilisé. Ok. Et tu as un parcours. Donc déjà, où es-tu cuisinier de cantine? Quel est Je suis très bien. Je suis cuisinier dans un collège dans le sud de la France, pardon. Je suis dans le sud de la France, entre Narbonne et Carcassonne. Je travaille dans un collège où on fait, je vous fais un peu la carte d'identité, on fait 500 repas. On est équipe de 4 personnes et voilà, c'est un collège d'une petite ville, mais qui regroupe, c'est assez hétéroclite les usagers. Donc on a des enfants des beaux quartiers, mais aussi de la communauté gitane et puis d'autres enfants qui viennent un peu de la ruralité. Donc c'est un collège assez, comment dire, où les enfants sont un peu mélangés. Donc on a un peu de tous les profils. Ok. Alors, tu as un parcours un peu particulier puisque tu viens de on va dire, la restauration commerciale. Je ne sais pas Oui. on appelle ça comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, où tu as commencé et peut-être le déclic qui t'a amené à être cuisinier de cantine? Ok. Ouais, ça fait un sacré parcours maintenant, mais je vais essayer d'être rapide et d'évoquer un petit peu toutes les étapes. Comme pour beaucoup de cuisiniers, euh, j'ai commencé assez tôt, donc j'ai quitté le collège un peu fâché contre l'éducation nationale, l'institution, tout ça, et donc l'envie de faire plaisir aux gens, c'est ce que je faisais chez moi quand mes parents invitaient les amis. Je mettais la table et je jouais un peu au restaurant, donc je me suis réorienté pour faire un CAP de cuisine. Donc, j'ai pratiqué l'école hôtelière, un peu comme pour tous les cuisiniers, où on évoque la haute gastronomie, les grands chefs, etc. Et je me suis formé à cette cuisine, on va dire, commerciale. Pardon, je vais essayer de m'enlever ce chat dans la gorge. Et donc j'ai commencé très tôt un parcours en cuisine. Donc, j'ai fait de la cuisine traditionnelle et puis aussi un peu gastronomique. J'ai fait quelques stages chez des grands chefs et tout ça. J'y trouvais pas trop mon compte parce que je trouvais que l'ambiance en cuisine et les rapports étaient un peu compliqués. Donc, je me suis plutôt réorienté vers une cuisine un peu semi-gastronomique. Et à l'époque, on disait aussi bistronomique, mais sur ce genre de restaurant où on n'était pas trop étoilé, mais on était quand même dans une très bonne qualité de prestation. Donc, j'ai fait comme ça un parcours pendant plusieurs années. C'était où? Tu étais dans quelle région? J'ai commencé un peu chez moi, Carcassonne et tout dans l'Aude, et puis après, c'était surtout autour de Toulouse. Donc, j'ai fait Toulouse, les abords, et puis Toulouse, le centre-ville, et puis pour retourner un petit peu à l'extérieur, et puis pour faire un petit passage en Provence, où je suis pas resté longtemps, mais quand même une petite année dans un établissement qui était assez sympa, où on avait des belles appareils, des belles pratiques. Et puis, comme pour beaucoup de cuisiniers, du coup, arrive l'âge d'avoir des enfants. Et puis quelques années assez éprouvantes en restauration commerciale, donc un rythme assez élevé, etc. Donc je reviens vers chez moi dans l'Aude et on me fait une proposition. C'est un foyer d'accueil médicalisé qui se construit juste à côté de chez moi. Et
Et donc, pour signer un CDI, ce que je n'avais pas encore, pour trouver un rythme de vie un peu différent et tout ça, je me réoriente vers la restauration collective. Ça, c'est à peu près au bout de 15 ou 20 ans de travail en restauration commerciale. Donc là, je découvre un petit peu une vie dans un foyer pour handicapés déjà, parce que c'est des structures différentes, avec des grosses équipes, enfin voilà, puis des usagers aussi bien spécifiques, du travail de cuisine en mixé, tout ça. Donc c'était assez, voilà, c'était assez compliqué. Et puis j'ai pratiqué un peu la cantine comme tous. On a tous vécu la cantine, les macédoines de légumes, les betteraves, etc. Donc pour moi, la cantine c'était ça, c'est ce qu'on m'avait montré, c'est ce que j'avais vécu. Donc accompagné du chef d'achat, de la diététicienne, je me mets à servir des haricots verts surgelés, de la viande en cube, enfin tout ce qu'on connaît, tous les grands classiques de la restauration collective. Et comment tu te sentais à ce moment-là par rapport à ton parcours, ce que tu avais, ton travail Alors là, d'avant, c'est un sacré choc parce que du coup, quand on passe d'un restaurant où on vous applaudit, ou en tout cas on vous demande en salle, etc. Là, c'est plutôt l'inverse. On va en salle et puis on se fait rabrouer parce que la qualité est pas terrible. Et puis, je vous cache pas que là, j'étais peut-être un peu nostalgique de mon ancien travail et puis pas très fier de ce qui se passait. Donc, on est les premiers à savoir, les cuisiniers, quand les produits rentrent et quand on les voit arriver dans les frigos, on sait très bien la qualité qui va en sortir. Et du coup, ouais, c'était assez compliqué pour moi. Donc, du coup, on passe notre temps à faire un peu autre chose en dehors du travail. On veut quitter un peu plus vite et on essaye d'éviter les usagers qui sont pas contents parce que tout part à la poubelle et que dans l'idée, voilà, le résultat était pas au rendez-vous. C'est Et après, je vais vous raconter cette histoire qui est peut-être un peu simple, mais qui est tellement tellement vraie. C'est une vérité tellement simple que chaque fois que je la raconte et que j'y repense à tout ça, que je repense à ces résidences, voilà, ça me, tu racontes cette histoire que je crois que je connais, n'est-ce pas? oui. Oui. Juste, combien de temps tu as travaillé dans ce lieu cette résidence? En tout, j'ai travaillé 9 ans en 9 tout. ans, quand même. Et bon, on va pas le nommer, mais c'était pour un grand groupe connu pour faire de la restauration collective, pas toujours la meilleure. Hein, voilà. Donc Oui, c'était quand même passé d'une resto un peu gastronomique à quelque chose qui est vraiment on peut dire qu'à complètement. certains moments, tu as dû sentir que tu touchais un peu le fond, quoi. Complètement. Ouais. Surtout que dans ces établissements, c'est des plans de menus sur 5 semaines. Donc, on refait tout le temps la même chose. On sait ce qui va se passer. On pouvait déjà savoir le menu qui allait se passer 3 mois après parce que c'est des choses qui se répétaient tout le temps. On travaillait toujours les mêmes produits. C'était Donc toujours les mêmes j'imagine produits. que côté saisonnalité, c'était pas non plus. Absolument pas, absolument pas. On va toujours au moins cher et au plus efficace. Donc, effectivement, on a droit aux 10 légumes qui sont les grands classiques de la restauration collective, petits pois, haricots verts, et puis ça change jamais et on tourne toujours autour de ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis un jour, allez, raconte ton histoire que j'adore. Non, ben oui, et puis un jour, malgré tout ça, je peux raconter aussi, je peux évoquer le fait qu'à côté, quand même, je trouvais mon bonheur à aller accompagner ma femme qui avait son petit salon d'été, Restauration du Midi, où on mettait en pratique une cuisine toute maison, de produits de producteurs, etc. Donc, dès que je sortais de la cantine, je courais à ce salon de thé pour aller aider ma femme et puis pour me faire plaisir parce que c'était vraiment un super endroit et à l'époque, c'était quand même assez innovant. Et dans cette idée, je me suis dit que c'était quand même assez compliqué. Dommage qu'on puisse pas proposer autre chose aux résidents en restauration collective. Et un week-end où, au lieu de fuir, je me suis dit, ben, peut-être que ce week-end-là, je vais tenter quelque chose. Et je laisse du coup la pâtisserie surgelée au congélateur. Je dis, je vais essayer de faire moi-même le dessert pour cette fois-ci. Et je me lance dans la confection d'une tarte aux pommes. Donc la tarte aux pommes, c'est un peu le premier dessert qu'on apprend à l'école hôtelière. C'est vraiment le dessert le plus simple, le plus efficace, que tout le monde aime.
et qui nécessite très peu, donc de la farine, du sucre, du beurre et des pommes, et on a une belle tarte aux pommes. Donc, je me suis dit qu'avec tous les ingrédients que j'avais en cuisine, je pouvais me lancer. Du coup, voilà, je confectionne cette petite tarte aux pommes et puis je la pose sur le chariot et je la laisse partir en salle. Comme d'habitude, je n'avais pas trop tendance à aller vers les résidents parce que c'était compliqué. Et ce jour-là, c'est l'animatrice qui vient me chercher et qui me dit, Pierre-Yves, il faut que tu viennes voir parce qu'il se passe quelque chose dans le réfectoire. Et en rentrant dans le réfectoire, je vois tous les résidents qui tapent sur la table, qui applaudissent et qui font comprendre que c'était, voilà, qu'ils étaient hyper contents. Le meilleur Et dessert que vous avez jamais mangé. voilà, c'était un peu ça. Et ça m'a beaucoup touché. Je suis sorti de là un peu en pleurant. Et dans cette idée de se dire que si avec des choses si simples, on arrivait à faire plaisir à ces personnes-là qui vivent toute l'année dans ces structures-là et à qui on propose pas ce qu'il faut, voilà. Donc ce jour-là, je me suis dit que c'était quand même trop simple et trop bête pour qu'on s'en arrête à ça et qu'il y avait quand même des choses à faire et que du coup, c'était parti. Que ce soit dans ma cantine ou ailleurs, j'allais essayer de faire quelque chose pour qu'en restauration collective, on puisse avancer ou en tout cas essayer de voir pourquoi on n'arrêtait pas de nous dire que c'était impossible et pas réalisable. Et c'était tellement simple, cette histoire de petites recettes et de desserts du midi, que pour moi, c'était une vérité. Voilà. Donc, avec si peu, de pouvoir faire quelque chose. Donc je me suis dit, j'avais quand même les moyens de proposer autre chose, de faire évoluer. Et depuis ce jour-là, je continue encore aujourd'hui à essayer de dire qu'il est possible de faire autre chose à la cantine, de proposer autre chose que ce qu'on a l'habitude et ce qu'on connaît tous maintenant. D'ailleurs, le titre de ton livre qui s'appelle Une autre cantine est possible, n'est-ce pas? Tout à fait. Publié chez qui ton livre? Les éditions du Croquant. Ça me porte bien son nom. Oui, tout à fait. Et alors, du coup, après cette histoire de tarte aux pommes, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ton employeur a admis que finalement, le fait maison, sans pâte pré-surgelée, avec des vraies pommes, etc., ben, c'était bien? Et t'as laissé faire? Est-ce que tu t'es fait taper sur les doigts? Est-ce que tu t'es fait virer? Ou est-ce que toi, tu es parti pour aller faire quelque chose de mieux ailleurs? Ben alors, ça a été tout un parcours. Là aussi, ça a duré plusieurs années. Je me suis rapproché effectivement de la direction, du groupe avec lequel je travaillais, donc pour évoquer ce qui était possible de faire, en tout cas ce que je me sentais prêt à faire. Et donc, j'ai eu droit à tous les grands classiques de la restauration collective. Les œufs, c'est interdit. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est trop cher et tout ça. Et à chaque fois, il a fallu que j'argumente, que je trouve les textes, etc., pour dire, ben si, c'est possible. On ne faut pas jouer sur les termes. Donc là, c'est réalisable. Ça, on a le droit. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à changer toute la préparation. Donc, dans ce foyer d'accueil médicalisé, on a fait commencer à faire entrer des légumes frais qu'on s'est mis à éplucher. On s'est mis à cuisiner réellement, mais sans trop sortir comment dire, du marché qu'avait conclu le prestataire avec tous les autres, avec les fournisseurs. Et donc, ça a marché quelques années. On a réussi à prouver que ça coûtait moins cher, que c'était réalisable, qu'on pouvait produire vraiment, en tout cas, servir beaucoup de choses bien différentes et qu'on pouvait faire des propositions différentes. Et par contre, on en est arrivé à un moment où quand mes tactiques ou mes techniques me permettaient de baisser le prix, je ne retrouvais jamais le prix pour aller vers des produits de producteurs ou des produits labellisés. Donc là, ça a été un peu compliqué. Et puis donc, effectivement, si tu veux savoir, oui, on m'a licencié. Et du coup, avec cette expérience-là, je me suis réorienté, en tout cas vers la cuisine pour les enfants, et j'ai postulé au département pour travailler dans le collège. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et je savais que dans les collèges, les chefs avaient la main sur l'approvisionnement et sur leur menu, donc c'est absolument ce que je voulais obtenir. Et donc c'était pour ça que ça m'intéressait, pour ça que je me suis orienté vers les collèges. Et puis du coup, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Au bout de 30 ans, je reviens au collège que je détestais, que j'avais quitté et dans lequel je m'étais dit plus jamais je reviendrai dans l'éducation nationale, etc. Donc me voilà de retour au collège en rentrant par derrière cette fois-ci, par les backstage et du coup
apprendre la cuisine du collège pour mettre en place toutes les idées et toutes les techniques que je voulais mettre en place pour en arriver aujourd'hui à faire des propositions complètement différentes et à faire, voilà, à faire plein C'était de défis comment, tous les jours. pardon, c'était comment à la cantine quand tu es arrivé? Quand je suis arrivé au collège, quand je suis revenu à la cantine, j'ai retrouvé les frites tous les jeudis, la glace qui l'accompagnait sur les mêmes menus. J'ai retrouvé du personnel qui me servait quand j'étais étudiant. Et donc, du coup, ça n'avait pas trop changé. Et donc là, toute la mesure et toute la tâche qui venait à moi voilà, de vouloir faire évoluer les choses. Et donc, effectivement, c'était assez con, quoi. Voilà, rien n'avait bougé. 20 ans après, tout le monde était encore figé dans la restauration collective du collège. Mais c'était ton collège? Oui, c'est le collège où j'étais enfant, Ok, ok. Non, que j'avais pas j'ai compris. quitté D'accord. que j'ai quitté en disant j'en ai marre de Ok, la non, je fonction croyais que c'était, publique. tu évoquais le collège de manière générique, mais c'était ton collège. En fait, tu es cantinier dans le collège où tu as étudié, où tu as été Complètement, élève. c'est ça. Incroyable. Ok. Et alors, donc, qu'est-ce que tu as mis en place? Raconte-nous, qu'est-ce que tu as changé pour tout changer? Oui, j'ai tout changé. Mm. J'ai changé des choses plus simples et des choses plus compliquées. Mais peut-être ceux qui connaissent un petit peu les pratiques de la restauration collective ou en tout cas de l'hygiène et tout ça. Donc, on en parle souvent de marche en avant. Et donc, dans ces notions-là, je me suis dit que finalement, le projet, il avait un peu collé à ça. C'est que sur le principe, on part de l'extérieur et on va jusqu'au bout du processus sans devoir trop revenir ni se croiser. Donc, en fait, je fais un peu ce bilan que sur le projet, en tout cas, de transformation de la cuisine, j'étais parti un peu de l'extérieur et des choses très simples à mettre en œuvre, comme le tri, les emballages, le compost, où là, il n'y a vraiment aucune contrainte et qui ont été très simples à mettre en place. Et puis après, j'ai fait le passage par mon bureau. Là, je fais le travail avec la diététicienne, où on a revu un peu les propositions, les plans alimentaires, se débarrasser des propositions ou des choix qui n'étaient pas utiles, donc pour aller vers quelque chose de plus équilibré, en faire des propositions équilibrées tous les jours. Après, il y avait le travail un petit peu d'équipement, de la légumerie et tout ça, de s'équiper un petit peu pour avoir des pratiques sur les légumes frais. Après, il y a eu le travail avec les agents et les équipes pour réorganiser un petit peu les tâches, leur faire comprendre qu'on allait travailler en équipe et pas trop, enfin, pas tout seul, chacun à son poste. Après, il y a eu le travail un petit peu de proposition des menus que j'ai essayé de faire évoluer, tout ça aussi. Et puis pour en venir maintenant au bilan que j'ai fait un petit peu du constat qu'il fallait absolument que j'accompagne les enfants parce que malgré les propositions et malgré tout ce que j'avais changé en cuisine, si j'ai fait le constat que si les enfants ils n'avaient pas compris et si on partageait pas ce qui se passait en cuisine, les enfants ils comprennent pas et du coup c'est la catastrophe. Donc là, depuis 1 an ou 2, j'essaye de découvrir et de me lancer en tout cas dans une technique encore différente qu'il faut qu'on appréhende en tout cas pour nous les cuisiniers, c'est-à-dire de sortir en salle, d'expliquer aux enfants, d'animer, de leur expliquer ce que c'est le légume, qu'est-ce que c'est un plat végétarien, pourquoi il y a une loi Egalim, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a plus de viande, les saisons, les proportions, le gaspillage, toutes ces choses-là. Et du coup, je On peut m'attelle vous au aider poste. un petit peu sur ce sujet-là. Allez. Non, mais c'est génial. Dis-nous un petit peu, je sais que tu fais vraiment des actions précises dans le réfectoire, avec des enseignants. Raconte-nous un peu qu'est-ce que tu concoctes pour justement sensibiliser les élèves à la meilleure nourriture que tu leur proposes. Il y a des milliers d'actions. Depuis le début, on a vraiment fait vraiment beaucoup de choses. Pour dire en quelques mots, ou quelques exemples ou quelques moments forts, il y a les sixièmes, quand ils arrivent, j'explique tout. J'ai 20 minutes avec chaque classe pour expliquer ce qui se passe et ce que je leur demande. Donc, leur expliquer qu'ils vont vers un peu plus de liberté, mais du coup que ça s'accompagne avec de la responsabilité, de faire leur choix, etc. Donc, de faire attention un petit peu à ce qu'ils font au moment de la ligne de self, de ce qu'ils se servent, etc. De pouvoir demander, oser demander, parler à des adultes et leur dire je veux un peu plus ou je veux un peu moins, je veux ce plat-là ou l'autre, toutes ces choses-là.
Et le fait d'être présent aussi, je trouve que c'est très important, mais d'être présent au bout de la ligne de self et de dire bonjour, comment ça va, et pourquoi tu prends que du pain aujourd'hui, mais tu es sûr que tu veux pas goûter le yaourt, et pourquoi tu n'as pas vu que c'est un yaourt, c'est parce qu'il est dans un verre. Il y a toutes ces choses-là qui me sont hyper importantes pour que les enfants, ils identifient le cuisinier, qu'ils aient pas peur de venir vers lui, et quand ils aient des questions, des propositions et tout ça, et qu'ils n'hésitent pas. Je les incite vraiment beaucoup chaque fois à participer. Et quand je vois qu'il y a des repas où ça coince, par exemple, ben, je prends ma cloche, je sonne la cloche, je demande le silence et j'explique, je leur dis qu'ils ont le droit de faire la gueule aujourd'hui et de trouver que poisson et légumes, c'est trop compliqué. Par contre, il faut absolument qu'ils fassent des propositions et qu'ils reviennent vers moi. Ils ont des envies, s'ils ont des choses à proposer, et que râler tous les jours, ça fait rien avancer. Donc je leur dis vraiment, j'évoque des chansons de Big Flo et Oli, des choses comme ça, des petits couplets, des refrains, des choses comme ça pour les inciter à participer et à revenir vers moi. Qu'est-ce qu'on fait avec les profs? On a fait des repas à thème, on a invité les producteurs. On fait de temps en temps, il y a des élèves qui font des propositions de recettes, donc on les resserre la semaine d'après. Il y a des classes Ulysse qui viennent faire du travail avec moi en cuisine avec les producteurs, donc ça on partage aussi les diapos, des recettes, propose des recettes qu'on a travaillé avec les classes Ulysse par exemple. C'est tous les jours, il se passe tous les jours quelque chose de différent dans la cuisine de ton collège? Bah, ça dépend des jours, quand j'ai le temps et tout. Il y a des moments où ça roule. Le lundi, c'est peut-être un peu plus simple, donc lasagne et pommes au four. Donc voilà, là, il n'y a pas besoin de faire des miracles et tout. Les enfants sont contents, donc on est là, on partage deux, trois trucs avec eux, et donc ça marche. Et après, il y a des moments plus importants, plus trucs, où là, je lance une tombola. Bon, voilà, il faut découvrir le légume. Je vais vite chercher un petit cadeau d'un producteur, une petite huile d'olive ou 10 grenades. Je fais un petit panier et puis on se lance une tombola sur qui trouve le légume et qui arrive à deviner une recette ou des choses comme ça. Je cache de la levure maltée dans des pots et je leur demande de sentir, de découvrir ce que c'est. Ce genre de trucs qui sont très simples. Alors, j'avais toujours peur que ce soit toujours très compliqué et tout ça. Mais en un quart d'heure avant qu'ils arrivent, je me dis qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais dans ma réserve, je trouve deux, trois trucs, je bidouille, je vais chercher un. Voilà, donc c'est souvent comme ça que ça se fait, que ça marche très bien. À l'époque des amandes, et ça, je le raconte aussi parce que c'est assez simple et vraiment des amandes fraîches que j'ai voulu faire découvrir aux enfants. Donc, les amandes sous coquille, mais avec leur peau verte aussi quand elles sont fraîches et ramassées. Euh, de se dire qu'est-ce que je fais parce que j'ai commandé ces amandes en me disant c'est absolument un produit de chez nous, donc il faut absolument qu'on serve ça. Et dans l'idée de décortiquer ça en cuisine, de passer des heures et tout, j'ai dit non, laisse tomber. Et puis à midi, j'ai renversé ça sur une table. J'ai sorti une poêle et une casserole, on s'est mis à casser les amandes avec tout le monde. Et là, du coup, il y a tous les enfants qui arrivent, qui se disent qu'est-ce que c'est, tu connais pas, c'est quoi, pourtant ça vient de 4 kilomètres, voilà. Goûte une amande, ah oui, les amandes je connais, oui, mais une amande fraîche, tu connais pas, enfin, il y a tout ça. Une peau, une coquille, une deuxième peau, et enfin, il y a tout ça évoqué avec eux. Et après, presque, je me mets à l'écart parce qu'ils s'amusent entre eux. C'est le moment aussi où je suis pas très formel, je les laisse quand même un peu s'amuser aussi. Je leur demande je suis très exigeant devant le self et au gaspillage et tout ça. Donc après, une fois qu'ils sont en salle, je les laisse un peu s'amuser et participer comme ça. Voilà. Mais tu mets le bazar dans ton réfectoire, toi. J'imagine le bruit là de cette scène où ils sont en train de Ils casser sont, des amandes. C'est le ils bazar. sont ils sont hyper contents. Et à chaque fois que je sonne la cloche et qu'on demande le silence, ils attendent tous de savoir ce qui va se passer. Parce que souvent, à la fin, je demande d'applaudir un stagiaire, l'équipe de cuisine, ou enfin, ou l'agriculteur et tout ça. Et donc, ils sont trop contents, ils tapent sur les tables, ils font un gros bazar. Je leur dis qu'il faut que tout le collège soit au courant et qu'il faut que dans toute la ville, on entend leurs applaudissements. Ils sont trop contents. Au lieu de passer du temps à s'embêter entre eux, ben, du coup, ça devient un moment où finalement, ils font peut-être un peu de chahut, mais c'est aussi des moments super agréables. Donc, au lieu de faire des bêtises, ils s'amusent à d'autres choses. Ça se passe, tu me parlais de ta cloche que tu sonnes, donc qu'est-ce qui se passe dans le réfectoire? C'est-à-dire, tu sonnes avant, après, c'est pourquoi? Pourquoi tu sonnes la cloche et qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce que tu leur dis? Il y a un premier service à 11 heures. Il s'est découpé en deux services. Et donc là, on a à peu près une centaine d'élèves. Donc, je ne les ai pas tous, mais c'est quand même une bonne partie de la salle qui est bien remplie.
Et à la fin de entre 11 heures et midi, du coup, il reste un petit temps de latence, un petit quart d'heure sur lequel je m'appuie pour ça. Et donc, du coup, c'est une bonne cloche de vache que j'ai récupérée à la maison parce qu'on était une famille nombreuse et que pour appeler tout le monde à table, ma mère sonnait la cloche dans l'escalier. Du coup, elle m'a fait ce super cadeau. Et du coup, je prends la cloche, je sonne la cloche. Les enfants sont tous au courant. On demande un peu de silence. Et c'est l'occasion, par exemple, d'évoquer, des fois c'est tout bête, mais de dire, OK, aujourd'hui, c'est un plat avec des pois chiches, c'est un plat indien qui s'appelle comme ça, je vous ai mis la description à côté. Et en Inde, même si pour nous ici, c'est pas évident et qu'on a des habitudes de manger autre chose, ben, en Inde, vous pouvez vous dire qu'il y a quand même peut-être 30 ou 40% de la population qui mange végétarien, qui mange comme ça tous les jours. Donc, on peut manger des nems, on peut manger de la cuisine chinoise et tout ça, et on peut aussi manger la cuisine indienne. Et puis après, je leur évoque aussi souvent que c'est pour quoi, que c'est souvent eux qui vont être confrontés au changement et qui risquent de devoir aller vers cette alimentation-là. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas marrant, mais peut-être que si dans 10 ans, on est tous confrontés à ça, et bien pour eux, ça sera beaucoup plus facile. Et quand on parlera de cette recette indienne, il dira, bah ouais, je me souviens, on avait goûté ça au collège. Mmh. Donc C'est, tu sens globalement, depuis le temps que tu fais ça, ça fait combien d'années là, du coup, que tu es dans ce collège? Ça fait 7 ans. 7 ans. Et est-ce que tu vois une évolution même de la manière dont les enfants mangent, dont ils s'intéressent à ce dont tu leur parles? Qu'est-ce que tu observes, toi, de ton point de vue, derrière ta cuisine et dans le réfectoire, auprès des enfants? Les enfants, il y a des enfants pour qui c'est très simple et qui ont toute cette culture, donc pour qui ça passe très bien, et puis d'autres pour qui c'est plus compliqué. Et ils sont de plus en plus nombreux. C'est vraiment, il y a des enfants qui ont vraiment du mal, s'il y a du persil sur un plat, si, comme je disais, si le yaourt il est dans un verre et pas dans un pot, le fromage de la ferme et tout ça, pour eux, c'est très compliqué. Donc effectivement, il y a une évolution et je vois en tout cas que pour certains, c'est compliqué et pour d'autres, par contre, effectivement, qui ont compris tous les principes et vraiment tout ce que je leur demande, donc de se servir en fonction de leur faim, de goûter, etc. Et là, je vois qu'il y a 80% des enfants qui ont compris tout ça et même si au début, ils font un peu la tête parce que le pain complet, ils connaissent pas du tout, ben à la fin, ils apprécient, ils posent plus de questions et ça part un, deux, trois, on revient au rab, on vient chercher du pain, alors que les premières fois, c'était le grand flop, quoi. Et je l'ai vu aussi pour chez les parents, parce que quand il y a quand même des retours par rapport à ça, dans cette idée aussi d'une cantine différente. Donc pour certains, ça doit être assez compliqué de se dire pourquoi est-ce que dans cette cantine, il sert autre chose que ce qu'on a tous mangé, un poisson panier, une macédoine de légumes, et c'est réglé. Donc il y a aussi le retour des parents, et donc je vois aussi les échanges avec les parents, ce que ça implique chez les enfants, et, euh, et en tout cas, l'évolution de la sixième à la troisième, comment ils se comportent et comment ça fonctionne pour eux. Je sais qu'aussi, on voit aussi l'évolution quatrième, troisième, où les enfants, ils sont un peu plus ils rentrent vraiment dans l'adolescence. Et là, c'est un peu plus compliqué. Ils ont des rapports un peu différents et tout ça. Donc il y a tout ça, il y a tous ces échanges-là qui se font. Et après, moi, je suis un peu, moi, la seule chose que je ressens et que je vois, c'est que les derniers jours où on a les troisièmes, parce que c'est eux qui clôturent l'année avec le brevet, ils ont les deux derniers repas. Et quand on échange les deux derniers repas et que je dis un dernier mot et qu'on fait une dernière fois un gros big up et tout ça, je vois vraiment que tous les enfants, il y a quelque chose dans leurs yeux. Alors, c'est peut-être juste moi, mais je vois que tous y viennent et puis ils veulent demander une photo pour les réseaux, ils veulent faire un check, dire merci, enfin, ces choses-là. Et pour moi, ça, c'est que du coup, ça accomplit, même si des fois, ça a été, comme je le disais, même si des fois, ça a été compliqué, même si des fois, ils m'ont détesté parce que poisson et légumes, eh ben, j'en veux pas, et du coup, voilà, je mange que du pain, ça m'énerve. Mais je vois qu'à la fin, comme je disais, tous les rapports et tous les liens qu'on a créés, les enfants, ils ont ça en tête, et quand ils partent, ils me le font ressentir, et le dernier big up, il est énorme, ils sont trop contents, et voilà, c'est le dernier moment, en tout cas, pour eux, avec les élèves qui quittent. Pour moi, c'est un moment hyper important. C'est trop chouette. Juste, on va ouvrir aux questions dans 2 minutes, mais j'en ai une dernière avant de passer aux questions de tout le monde.
c'est quoi ton plus gros succès? Est-ce que tu vois un plat que tu as fait, que tu as vraiment tout fait pour qu'il soit aimé par les élèves, alors que c'était vraiment pas gagné, ou je sais pas, ta plus grosse réussite à tes yeux, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, je sais pas, c'est quand même des choses compliquées. Alors, c'est pas un plat, c'est des petites tartines de légumes. Alors, on est toujours très compliqué de faire manger crudité aux enfants. Mhm. Et c'est quelque chose de super qui permet aussi d'évoquer, enfin, quand je le fais, pour d'évoquer plusieurs choses avec les enfants. Donc, l'association céréales légumineuses, la saisonnalité, le travail des crudités, etc. Et donc, c'est des petites tartines. Alors, c'est finalement peut-être pas une recette, mais comment dire, une méthode d'association céréales légumineuses et crudités que je décline tout au long de l'année en fonction des crudités de saison. Donc, on peut partir de la tomate, mais on passe aussi par les artichauts, par les carottes, par tous les légumes d'hiver et tout ça en crudité. Et une tartine de pain aux céréales, un pain complet aux céréales, mais aussi tout ce qu'on peut évoquer qui peut y ressembler. Ça peut être des galettes de riz, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer d'un petit féculent dans lequel on retrouverait des céréales complètes. Et tout ça, je l'agrémente chaque fois d'un houmous, alors d'une crème de légumineuse, parce que le houmous, c'est pois chiche. Mais donc, du coup, pareil, les légumineuses, peu importe la légumineuse, peu importe la saison et peu importe ce qu'on veut apporter comme goût. Ça peut être une crème au citron, mais ça peut être à la tomate séchée et au fromage de chèvre, ça peut être au basilic et toutes ces petites crèmes que j'utilise à chaque fois. Donc, ça me permet de varier tout le temps. Et au début, c'était compliqué, mais je me suis aperçu que finalement, ça marchait assez bien pour une chose toute bête. C'est parce qu'en fait, les enfants, ils aiment bien maintenant manger avec les mains. Et que toutes ces propositions, quand ce soit dans un wrap, sur une tartine, etc., ben, finalement, les enfants, ils aimaient bien parce que ça se mangeait comme la part de pizza et comme le reste. Et donc, ça, au début, j'étais un peu perplexe et tout ça. Et puis maintenant, allez, toutes les 2 semaines, il y a une recette comme ça qui ressemble. Alors, c'est pas toujours la tartine aux crudités, mais comme je l'évoque, il y a plusieurs manières de faire. Et donc, du coup, chaque fois, je remets un petit peu, en tout cas, des crudités de cette façon-là parce qu'ils apprécient. Et du coup, en plus, ça permet de jouer avec comme je disais, avec les crudités, les couleurs et tout ça. Et donc, ça fait une super présentation. Celui qui est aux entrées, il se régale à chaque fois parce que quelques pétales de carottes, deux, trois brins de persil, on peut mélanger deux, trois, enfin voilà. Donc, ça peut permettre aussi de faire de super présentations. Et donc, ça, franchement, je ne vous cache pas que c'est vraiment des préparations que j'adore faire et multiplier tout au long de l'année. Et ça, c'est servi en entrée. Ça, c'est servi en entrée. De déguster des goûts différents. Ouais, voilà. Et puis pour se positionner sur des crudités, parce que c'est toujours compliqué. Si on met une carotte râpée, si on met une crudité de base, pour les enfants, c'est toujours compliqué. Donc ça permettait aussi d'arriver à 50% de nos crudités pour qu'elles soient considérées comme telles, mais après, du coup, d'apporter quelque chose à côté. Des fois, j'ai des structures aussi, donc c'est la crème dans le ramequin avec quelques croûtons par-dessus, les crudités. Donc c'est vraiment rester sur cette logique, en tout cas d'assemblage de céréales légumineuses, et après de décliner tout au long de l'année, et voilà, de ne pas s'ennuyer sur les préparations, sur les déclinaisons, sur la présentation aussi. Alors, tu sais qu'on a une recette à l'école comestible, on a un atelier qui est autour des tartines de légumes. Ah, ah. Et j'étais en train de retrouver, là, on a publié tout récemment la recette tartine de saison pour justement inciter les gens à se mettre des crudités sur des tartines. Donc, on est dans le même état d'esprit. J'aurais encore des tas de questions et j'y reviendrai peut-être, mais je suis sûre que parmi ceux qui t'écoutent, il y a des questions. Est-ce que vous voulez, je crois que Gabriel, tu avais levé la main. Je ne sais pas si Gabriel est encore là. Pas tout le monde. Allez-y, ouvrez vos micros, pas tous en même temps, mais si vous avez des questions, vous pouvez aussi, si vous êtes timide, les mettre dans le chat. Oui, non, en fait, j'avais fait une fausse manip, mais mes enfants étaient scolarisés à Salon au lycée d'Ampéry et ils ont eu la chance pendant 4 ans, 5 ans, d'avoir, à l'époque, ils avaient la réputation d'être le meilleur cuisinier de cuisine de France. Et ils ont adoré, quoi. Oui, Dominique Valadier à Oui, Salon de Provence.
Il y a eu une très forte répercussion, je pense, sur leur façon d'appréhender l'alimentation et la nourriture. Et ils sont cuisiniers comme moi, du coup, maintenant, et ils sont très impliqués, et ils ont enfin, je pense qu'ils ont une hygiène alimentaire qui est plutôt très bonne. Ça a généré d'ailleurs enfin, deux véganes, deux végétariens à la maison. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est extraordinaire. Enfin, j'imagine ce que doivent vivre les enfants dans ton établissement, c'est extraordinaire. Voilà. Hmm. C'est plutôt une remarque. En tout cas, Et bravo. Dominique, pardon, je l'ai rencontré avant qu'il parte à la retraite quand je commençais en restauration collective. Et effectivement, il était dans cette démarche de cuisiner, d'aller vers les enfants et tout ça. C'est quelqu'un en plus de super jovial qui rigolait tout le temps. Donc j'imagine bien que les enfants ont dû se régaler et doivent avoir un bon souvenir de lui. Coralie en note dit qu'on se rappelle très bien de ses plats. Apparemment, vous n'êtes pas tout seul à avoir mangé dans sa cantine. Il y avait du coup du niveau à la maison parce qu'il fallait assurer. Il nous sortait des intitulés de plats. Bon, moi j'arrivais à suivre, mais j'imagine. Bon, c'était vraiment chouette, quoi. Hein. Oui, non. Alors, moi j'ai une petite question. Bon, déjà, merci pour cette intervention, parce que je crois que tu es en train de faire naître une vocation. Enfin, j'ai des paillettes dans les yeux, je suis genre, waouh, c'est génial. Enfin, je suis vraiment à fond, c'est trop, trop bien. Petite question plus logistique, parce que tu disais qu'en tant que chef à la cantine, tu as plus de liberté que ce que tu n'en avais avant dans ton ancien emploi. Est-ce que c'est une liberté qui est liée à l'établissement, enfin en gros au chef d'établissement, des gens avec qui tu travailles là où tu travailles, ou est-ce que c'est propre vraiment au fait d'être chef à l'école en fait en restauration scolaire? C'est en fait c'est le choix du département en fait parce que c'est le département qui gère la restauration collective des collèges et du coup c'est eux qui ont fait le choix de garder en tout cas une cuisine sur place avec des cuisiniers qui ont la main sur l'approvisionnement et sur les menus. Donc ça c'est vraiment le choix du département et de la collectivité qui met ça en place. Ok. Mais il y a du coup vraiment des variantes juste à côté de chez nous dans l'Hérault, c'est cuisine centrale et c'est livré. Donc voilà, ça dépend vraiment des collectivités et du territoire. Ok. Merci beaucoup. Juliette, tu avais une question. Alors, Juliette n'est pas très loin de toi, Pierre-Yves, et je pense que vous vous connaissez d'ailleurs. Oui. Juliette est à Haussville, en Occitanie aussi. Oui, bonjour. Ben déjà, merci parce que ton intervention il y a quelques années a permis de changer, de modifier, d'aller dans le bon sens. Ceci étant, je retiens quand même de cet échange que finalement, au-delà des compétences purement dans la réalisation des plats, il y a aussi une autre compétence, c'est le rôle d'animateur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a quelque chose, etc. Parce que je vois là le chef qui aurait éventuellement ses compétences, lui, me dit chaque fois, je ne peux pas aller en salle parce que j'ai trop de travail. Et pendant que les enfants mangent, je peux recevoir mes fournisseurs. Et puis, il doit régler des tas de problèmes en fait, de traçabilité. Donc ça, c'était une de mes questions. Comment faire? Parce que dès qu'on multiplie le nombre de fournisseurs, eh bien, il faut remplir un tas de dossiers. Et les cuisines sont effectivement un peu surchargées. Et puis, il y a son adjoint qui est carrément paralysé devant les enfants. C'est dommage, mais c'est un peu comme ça. Or, effectivement, ça participe effectivement de faire accepter les plats par les enfants, etc. Ouais. Et puis, la question complètement annexe et un petit peu à part, c'est comme je suis à Toulouse, effectivement, puisque tu participes au repas caritatif, et comme j'ai une idée aussi de faire ça à Toulouse, je compte un peu sur toi. Voilà, c'est mon petit message. Oui, très bien, avec plaisir. Pour revenir effectivement sur l'animation, l'éducation, effectivement, moi c'est ce que j'ai découvert un petit peu aussi il y a 2 ans, comme j'évoquais. Donc les cuisiniers, ils ont tendance, c'est pas les serveurs, donc ils ont plutôt choisi la cuisine. Ils savent qu'ils sont au chaud derrière et que aller vers les gens c'est un peu compliqué. Je ne vous cache pas que moi aussi au début c'était compliqué. Hein. Les chefs qu'on évoque, s'ils sont dans des pratiques différentes, ben, c'est toujours valorisant. Donc généralement c'est quand même toujours plus simple d'aller en salle quand on sait ce qu'on propose et quand on sait qu'on a fait des efforts et qu'on a essayé de proposer quelque chose de différent, c'est toujours plus simple.
quand on sait que la qualité n'est pas là, c'est toujours plus compliqué. Et il n'existe pas vraiment de formation, donc moi, c'est un peu au feeling. Et donc, mais je pense que c'est des techniques et en tout cas des compétences qui devraient constituer en tout cas une vraie formation qualifiante pour les cuisiniers de la restauration collective. Si on veut que ça évolue, si on veut qu'on mette en pratique toutes les bonnes idées et toutes les lois Egalim, si on ne passe pas par la formation des cuisiniers et par les compétences des cuisiniers, on n'arrivera à rien. Et donc, effectivement, je pense que là encore, ça fait partie d'une des compétences de plus. Donc, on connaissait tous l'hygiène et la gestion. Puis maintenant, il y a d'autres compétences. Et si on veut aller vers des produits de qualité, vers des produits bio et locaux, ben, il y a toutes les autres compétences. Et du coup, tout le panel de ces techniques, il faut que les cuisiniers ils appréhendent pour pouvoir aller vers ces changements. Donc, effectivement, il existe très peu de formations sur ce type-là. Moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Les Pieds dans le Plat. Je suis adhérent. Ils font de la formation. Donc, il y a des trucs bien spécifiques. Donc, on peut trouver, mais c'est vraiment à la marge des petites. Donc, c'est toujours très bien, hein, mais du coup, c'est pas quelque chose qui est, qui est développé nationalement, qu'on peut trouver partout et tout ça. Donc, effectivement, en allant chercher, d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait moi aussi pour avoir les compétences, c'est d'aller chercher chez certains des pratiques et des techniques qui étaient mises en place et qui me paraissaient intéressantes. C'est effectivement un métier différent, aller vers les enfants, animer, tout ça. Mais c'est comme pour le reste, quand on l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, on voit le retour et on voit ce qui se passe avec les enfants et du coup, on n'a plus envie de s'arrêter. Aude, vas-y. Oula, on ne t'entend pas bien, Aude. Attends. Rapproche-toi de ton micro, si tu peux. On entend peut-être parler peut-être plus fort. Vous m'entendez mieux? Ouais, pas terrible, vas-y, on essaye. C'est encore plus fort alors. Donc, merci beaucoup. Et quand vous avez partagé votre expérience de la tarte aux pommes, c'était aussi, je trouvais ça aussi très émouvant. Donc, vous imaginez en vrai. Voilà. Et j'avais une question concernant les fournisseurs et les producteurs, parce que on sait que les producteurs, quand ils fournissent justement la restauration collective, il faut eux qui puissent gérer évidemment les quantités, mais aussi ils ne peuvent pas adapter la production en fonction des vacances scolaires. Et donc, est-ce que ça a été difficile justement de pouvoir vous approvisionner localement? Si j'ai bien compris. Question, Pierre-Yves, ouais, oui, sur les producteurs et l'approvisionnement. C'est ça. Avec les vacances et tout ça. Tout à fait. C'est pas compliqué, mais ça prend du temps. En fait, surtout si on est dans la diversité, qu'on veut vraiment faire un approvisionnement en direct avec les producteurs. Donc moi, il n'y a rien de très spécifique qui était mis en place au sein du département. Donc il a fallu que je sorte mon petit calepin du BioCivam et que je regarde quelle production on pouvait trouver. Donc il y en a quelques-uns avec qui ça a été très simple, parce qu'ils avaient l'habitude de travailler avec la restauration collective, parce que quand on parle de yaourt et tout ça, ben, c'est des grands classiques des cantines. Donc du coup, ça a été assez simple à trouver et à pouvoir servir. Et après, il y a des choses un peu plus compliquées. Donc, il faut aller chercher un peu les producteurs qui pensent que c'est pas possible et qui ont déjà même parfois essayé avec certaines cantines, qui se sont trouvés face à des contraintes pas possibles, avec des cuisiniers qui sont pas flexibles et qui attendent des produits bien normés, bien standardisés. Donc, il y a tout ça aussi. Et ça s'est fait sur le temps, donc pour tout. Et même encore maintenant, j'essaye de trouver du poisson de meilleure qualité qui ne traverse pas la France. Enfin, donc il y a vraiment, c'est un travail on va dire, sur du long terme. Et puis c'est aussi à chaque fois aussi des rencontres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on se balade, on va visiter une ferme, on comprend pourquoi il n'y a pas de raisin comme ça, pourquoi le raisin de table, on le trouve là et pas là. Enfin, il y a toutes ces questions. Et comme les enfants, ils ont plein de questions, moi aussi, j'ai des milliers de questions quand je vais visiter une ferme. Je ne suis pas agriculteur, je connais un peu les produits et tout ça, mais qu'est-ce que c'est que de les mettre en œuvre, pourquoi est-ce que c'est compliqué, l'eau, le vent, trop d'eau, trop de soleil, enfin, toutes ces choses-là, tout ce qu'on partage avec les producteurs. Ça nous permet aussi d'acquérir des compétences, donc c'est chaque fois des super moments.
Là, je vous cache pas que je fais ça sur mon temps personnel parce que c'est ce que j'aime bien faire. Donc, souvent, les cuisiniers me disent, mais comment tu fais et tout ça. Donc là, c'est vrai que du coup, c'est les après-midi où je prends du temps un peu perso et du coup, je vais balader, je vais chercher. Et quand je vois qu'il y a une production ou une ferme, j'appelle, je vais voir et puis j'essaie de rassurer tout le monde pour qu'on fasse des premiers essais. Généralement, ça marche très bien. Au début, les producteurs, ils sont un peu réticents parce que ils savent pas trop où est-ce qu'ils vont arriver, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qu'il va nous demander, tout ça. Et donc, c'est en passant tout ça, toutes les contraintes, en expliquant aussi du coup aux producteurs ce qui se passe en cuisine, qu'est-ce que j'attends d'eux, la flexibilité que je peux avoir, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre et tout ça. Et donc, du coup, on arrive à passer les barrières et arrive un approvisionnement. Et puis, on commence par des petites étapes de quelques commandes. Et puis, à la fin, maintenant, avec tous les producteurs, on est sur des contrats à long terme sur l'année où il y a des fréquences bien précises et tout est planifié à l'avance. Trop bien. Audrey. Bonsoir, merci beaucoup, c'était super inspirant. Je voulais savoir, j'imagine que la direction et les profs sont derrière le projet aussi, et je voulais savoir si eux voyaient un impact sur l'apprentissage des enfants, s'ils mangent bien et si ça change quelque chose au niveau de l'école aussi. Mais ça, c'est une question que je me pose par rapport à ce qui se faisait avant, de savoir un peu. Donc, je vais de temps en temps sonder un peu la vie scolaire, mais c'est tout à fait au doigt mouillé. C'est vraiment de savoir si l'après-midi, avec ce qu'on servait avant, c'est quand on était sur des frites, beignets ou sundaes, etc., quels étaient les comportements au sein de l'établissement l'après-midi, s'ils étaient tous surexcités ou pas. Et si là, avec les propositions, on arrive à trouver. Donc, moi, mon ressenti, oui. Mais après, bon, il y a toujours les bagarres, les fausses bagarres, des histoires dans le collège qui font qu'après, c'est compliqué d'arriver comment dire, à se positionner formellement là-dessus. Après, effectivement, il y a un impact, en tout cas, pour l'éducation, pour les professeurs et tout ça. Donc, ça, ils ont compris aussi, ils ont notion de ça, ils ont toutes les notions de ce qui se passe à la cantine. Et donc, il y a des échanges qui sont aussi en dehors de la cantine avec les élèves. Donc, quand ils sortent de la cantine et qu'il y en a un qui dit, ben, moi j'ai faim, mais moi j'ai mangé ça, etc. Et donc, c'est des échanges qui rebondissent aussi en classe et que je trouve assez intéressants. Donc, je suis assez fier de ça. Et puis, vu que je me vante tout le temps auprès des professeurs, vu que la cantine, elle est située, comment dire, dans l'établissement, au centre de l'établissement, et que du coup, chaque fois, j'explique que moi, j'ai tous les élèves tous les jours et que je les ai 1 heure par jour tous et que du coup, je peux faire un lien avec toutes les classes qui sont autour de la cantine. Et finalement, la cantine, je leur dis, c'est le lieu le plus important. Et puis, du coup, ça nous permet d'évoquer, comme je dis, parce qu'on fait on a beaucoup de travail en lien avec les professeurs, donc que ce soit la SVT, la chimie, les mathématiques, le français, l'occitan, on arrive chaque fois à construire des projets avec tout le monde. Super, merci. Merci beaucoup. Et juste, pardon, je continue. Pardon, est-ce que tes enfants mangent à la cantine? Donc, c'est pas la tienne, j'imagine, mais parce qu'en fait, c'est hyper dur de se dire après après t'écouter. Nous, nos enfants, ils mangent dans des cantines comme toujours, quoi. Et donc, c'est assez déprimant de se dire qu'ils mangent dans des endroits où, en fait, voilà. Donc, mes enfants, ils mangent plus à la cantine parce qu'ils sont grands maintenant et que j'ai des enfants très tôt. Mais mes enfants, quand ils rentraient le soir et qu'ils m'expliquaient qu'ils voulaient manger végétarien et que c'était pas possible et qu'ils avaient du raisin au mois de février, etc. Je les ai toujours, en tout cas, encouragés à aller vers le personnel et vers les cuisiniers pour faire des propositions. Et souvent, quand il y a des parents qui me font ce genre de remarques aussi, qui me disent, mais ma fille, elle est trop déçue, tous les midis, elle rentre, elle a des salades de tomates au mois de février, c'est insipide, elle n'est pas contente, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Souvent, j'évoque le fait que ce soit peut-être les enfants eux-mêmes qui aillent vers les cuisiniers et qui leur évoquent en tout cas leurs souhaits, leur ressenti quand ils sortent d'un repas où ils n'ont pas compris ce qui se passait, où ils n'ont pas eu… peut-être que c'est toujours en tout cas les échanges au sein des établissements, que ce soit en conseil d'administration, avec les adultes, les cuisiniers, le gestionnaire, c'est toujours très compliqué.
On passe par tous ces termes de la restauration collective et le chef, il n'a pas le temps, il faut qu'il fasse de l'hygiène, etc. Donc, c'est toujours très compliqué. On est tous noyés là-dedans. Et finalement, il y a très peu de parents qui arrivent à faire évoluer les propositions dans la restauration collective. Du coup, ce que je conseille maintenant beaucoup, et c'est ce que je demande à mes élèves, donc c'est d'aller voir, je ne sais pas, ils peuvent se retrouver à 2-3 délégués, il y a des éco-délégués dans les collèges aussi. Donc peut-être qu'ils peuvent se réunir entre eux et de faire un bilan et de dire, OK, on peut demander avec la CPE ou quelqu'un qui fait des temps de vie au sein du collège, dire on aimerait bien travailler là-dessus, aller voir le cuisinier et lui dire qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a des tomates au mois de février et qu'on aimerait d'autres propositions, de participer, de faire d'autres propositions. Et donc ça, peut-être que ça peut directement impacter le cuisinier. Et en tout cas, j'ai l'espoir de me dire qu'ils sont quand même au fond d'eux encore quelques lueurs de ce qu'ils ont vécu comme moi au départ, hein, quand ils ont fait de la restauration commerciale et tout ça, c'était pour faire plaisir aux gens. Donc là, arrêter de se retrancher vers tout ce qu'on nous évoque à chaque fois et qu'on puisse aller, en tout cas, peut-être que les enfants, si c'est eux qui allaient vers les cuisiniers, vers le personnel de restauration, ça serait peut-être plus efficace. Et puis très pertinent parce que c'est quand même les usagers. Donc, je ne sais pas s'il y a un groupe de 10 élèves qui est motivé, qui va voir son principal et qui dit nous, on trouve qu'à la cantine, on peut faire mieux. On a des idées, des recettes, on veut bien accompagner et tout ça. Je vois mal un principal ou un gestionnaire dire non, pas question, on n'a pas besoin de vous. Enfin, je pense que ça peut être un vrai levier pour essayer de faire évoluer les choses. Eh bien, merci. On est arrivé à la fin de notre échange. C'était plus un échange qu'une masterclass, mais c'était vraiment passionnant. Merci d'avoir partagé tout ça, Pierre-Yves. Je pense que tu es vraiment l'exemple que c'est possible. On entend beaucoup autour de nous que c'est pas possible parce que vous comprenez, quand on fait de la resto collective, il faut nourrir beaucoup de monde et donc c'est pas possible de faire des choses bien, qu'il faut faire des appros venant de loin, en masse, etc. Je pense que, en tout cas, une chose que moi je retiens qui est cruciale, c'est qu'il faut être là. Tu es là, tu es dans la cuisine, tu vois les enfants, tu échanges avec eux, ce sont tes convives, ils savent qui leur fait à manger, mais ça, c'est fondamental. Et c'est aussi peut-être, souvent un débat qu'on peut avoir, même avec tes équipes des pieds dans le plat, où on parle beaucoup de cuisine centrale. Il y a beaucoup de collectivités territoriales qui valorisent une cuisine centrale avec beaucoup de bio, etc. Mais la cuisine centrale, ça veut dire que tout est livré en liaison chaude ou froide, peu importe, mais tout est livré à l'école. Et donc finalement, ce lien humain, ce lien que tu fais toi tous les jours en animant dans le réfectoire, il n'est pas là. Et je suis convaincue que ça fait défaut en fait à la situation et à l'attrait que les enfants peuvent avoir pour une meilleure alimentation, même si elle est vraiment très bien faite. Après, souvent, ils peuvent se rattraper sur des cantinières sympas qui sont là quand même pour eux, mais je crois que de savoir, de connaître la personne qui leur fait à manger au jour le jour et que toi, tu connaisses les enfants à qui tu fais à manger, c'est la base du changement. Donc, et en plus, ça pourrait créer des emplois. Donc, je pense que voilà, on a du boulot à faire pour créer des vocations. Hein. Peut-être que Ninon va devenir cantinière et Ninon est référente animatrice chez nous. Donc, voilà, peut-être qu'elle va changer de métier bientôt. Et je pense qu'il faut juste inspirer, donner envie et changer effectivement la vision qu'on a de la cantine. Mais tu y contribues grandement. Et tu as raison, c'est pour ça que je suis là et que ça me fait plaisir vraiment chaque fois d'évoquer tout ça avec tout le monde. D'ailleurs, merci à tous. Et puis pour conclure, peut-être que je peux dire qu'effectivement, s'il y en a qui... En tout cas, l'idée, c'est de partager ça pour qu'il y ait vraiment de plus en plus de cuisiniers qui puissent entendre ça un jour et se dire qu'effectivement, on puisse faire autrement. Et puis moi, ce que je témoigne, en fait, le plus simple, quand on me demande pourquoi, je leur dis, mais maintenant, en tout cas, c'est devenu pour moi, dans tout ce qu'on met en place, donc que ce soit cuisiner tous les jours, le lien avec les producteurs, avec les enfants,
c'est devenu pour moi la plus belle façon. L'impact aussi, pardon, l'impact que ça peut avoir sur le territoire, sur la santé, etc. Bah, pour moi, c'est devenu vraiment la plus belle façon de faire mon métier de cuisinier. Je l'ai pratiqué dans beaucoup de formules différentes et tout ça, qui sont valorisées différemment. Mais là, vraiment, à la cantine, je trouve que pour un cuisinier, voilà, tout ce qui se passe et tout ce que j'arrive à vivre, en tout cas, pour moi, c'est la plus belle façon de faire mon métier de cuisinier. Ben merci. Je ne sais pas si tu vois tous les commentaires. Pardon, Linda, j'ai loupé une question. On en reparlera. Chloé, qui est cuisinière en devenir, nous dit que tu plantes des graines et que c'est très inspirant. Et je pense qu'on est tous et toutes là à penser la même chose. Donc, merci encore à toi d'avoir partagé tout ça. Vous pouvez retrouver la cuisine de Pierre-Yves. Si vous ne pouvez pas aller dans son réfectoire, ben vous pourrez la retrouver à notre banquet du 4 novembre. Si vous êtes inspiré et que vous avez envie de venir manger la cuisine, vous trouverez les informations sur notre site. Voilà, donc merci à toutes et toutes. On refait une prochaine masterclass, non pas le 5 novembre, mais le 12, et on vous annoncera notre invité très prochainement. À très très bientôt. Bonne soirée et bon appétit. Merci Pierre. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.